Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin, une nouvelle fois, pour faire un point sur Dinapierre. Il y a quand même de plus en plus de bonnes nouvelles sur les marchés actuellement, quant à la crise sanitaire notamment. Les choses se précisent un petit peu et à l'instar de ce qui se passe sur ce sujet, nous avons aussi un horizon quelque peu éclairci aussi sur Dinapierre. Louis Renaud va nous présenter tout ça ce matin. Vous le connaissez tous maintenant. Donc Louis Renaud, je te laisse la parole pour ce webinaire. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de session. Louis Bien, Renaud. bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci Marie-Valérie pour l'introduction à ce webinaire. Effectivement, nous avons intitulé ce webinaire OPCI Dinapierre rebond durable. Et c'est vrai que les marchés, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un webinaire peut-être un petit peu différent où on va alterner les informations concernant l'OPCI Dinapierre, bien sûr, mais des informations de marché également généralistes ou macroéconomiques immobiliers et d'alterner un petit peu pour adapter et vous faire comprendre notre stratégie par rapport à l'évolution de marché. Alors, peut-être le premier point, outre les avertissements traditionnels, je rappelle bien sûr que le groupe Swiss Life est l'un des plus important groupe et même le leader de la gestion d'actifs au niveau pan-européen. Donc 89 milliards d'encours, ce sont l'ensemble des encours gérés pour compte propre et pour compte de tiers au niveau du groupe Swiss Life, et ce qui fait de nous effectivement le leader avec des implantations locales comme vous le savez, et un travail qui est complètement internalisé sur tous les métiers de l'immobilier, depuis le sourcing jusqu'au property management, jusqu'à l'asset management, jusqu'à la revente des biens immobiliers que nous gérons en portefeuille. Nous gérons l'ensemble de la chaîne immobilière depuis les acquisitions jusqu'à la revente d'un immeuble. Et donc, toutes les fonctions support sont internalisées chez Swiss Life. Alors, avant de commencer les informations concernant l'OPCI Dinapierre, moi j'aimerais revenir quand même sur, non pas qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, puisque nous avons déjà largement communiqué sur le sujet, mais rappeler le positionnement des OPCI par rapport au SCPI, puisque, comme vous le savez, on a toujours des questions sur le sujet, mais comment ça se fait, la performance, c'est pas la même chose. Donc moi, je vous demande juste de ne pas oublier quelque chose d'essentiel en termes de différence entre les OPCI grand public et les SCPI. Et c'est vraiment le premier sujet. Les SCPI, le taux de rendement qui est affiché dans le courant de l'année peut difficilement être en négatif puisqu'il s'agit tout simplement de la distribution des loyers dans le courant de l'année. D'autre part, la valorisation des SCPI ne se fait qu'une seule fois par an et quand il y a des petites hausses ou petites baisses de valeur sur les SCPI, effectivement, ça ne se retranscrit pas de façon immédiate dans la valeur d'achat ou la valeur de retrait de la SCPI. Et c'est un mécanisme complètement différent dans l'OPCI, puisqu'on vous avait tenu informé l'année dernière du comportement de notre OPCI. Un OPCI a déjà une valeur liquidative tous les 15 jours, mais il peut évaluer ses immeubles et il fait obligatoirement évaluer ses immeubles tous les trimestres par des évaluateurs externes, ce qui veut dire que l'évolution de la valeur liquidative dans le temps colle au plus près des prix immobiliers du marché, et ce en temps réel, puisqu'on peut aussi ajuster les choses au mois le mois sur les valeurs d'expertise des immeubles que nous gérons. Et rappelez-vous, c'est ce que l'on vous avait dit, c'est ce que l'on a fait dans l'OPCI Dinapierre, et c'est important de noter ce détail aujourd'hui parce que justement, la performance est tout à fait au rendez-vous sur le premier trimestre et même au 15 avril. À la fin du premier trimestre, au 30 mars, la performance de l'OPCI Dinapierre est de plus 1,16%. Et je peux même vous donner la performance au 15 avril qui est de plus 1,36%. Donc l'OPCI reprend des couleurs et il y a des raisons à cela. Et les raisons, ce sont deux choses. Les raisons de marché, d'une part, et
bien sûr la qualité des immeubles que nous avons acquis, comme on vous l'a toujours dit, sur l'ensemble des périmètres que nous gérons, bureaux, commerce, hôtellerie, et maintenant aussi logistique ou habitation, et cetera, et cetera. Voilà. Alors les conditions de marché, c'est quoi? C'est aujourd'hui le fait que, tout simplement, les marchés anticipent un petit peu la sortie du tunnel, j'allais dire pour de vrai, parce on a pris du temps à comprendre cette sortie du tunnel en France et en Europe. Mais aujourd'hui, on peut dire que les marchés financiers ont déjà anticipé la sortie du tunnel. Les marchés de taux sont également assez chers, puisqu'on assiste à une petite remontée des taux, mais de quoi faire s'arracher les cheveux quand même depuis le début de l'année aux gérants obligataires. Et puis sur l'immobilier, bah écoutez, c'est un petit peu la même chose. On retrouve une volumétrie de transactions qui est beaucoup plus conforme à une économie entre guillemets normale. Ce ne sont pas encore les mêmes volumétries de transactions qu'il y a un an ou avant Covid, bien évidemment, puisqu'on était avant en pleine euphorie de volumétrie de transactions. Mais néanmoins, on assiste vraiment à ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire un marché un petit peu à deux vitesses. Aujourd'hui, tout le monde veut la même chose dans l'immobilier, donc la volumétrie de transactions reprend, mais tout le monde se concentre sur la même typologie d'immobilier, c'est-à-dire des biens plutôt corps, plutôt très bien placés, et surtout, aujourd'hui, le maître mot, on ne regarde plus trop la valeur des biens immobiliers. Dans l'acquisition, ce qui compte, ça n'est pas que l'emplacement, c'est la qualité du locataire. Donc tout le monde se dirige vers une qualité locative et ce, en prévision justement d'une économie qui, certes, reprend un petit peu, mais qui pourrait être quand même, somme toute, assez délicate et un petit peu plus délicate que avant Covid. Donc l'économie, elle reprend parce que il y a des chiffres de croissance qui sont importants aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi parce que le comparatif est par rapport à la croissance d'il y a un an, c'est-à-dire qu'elle était en berne. Donc aujourd'hui, la croissance reprend, mais est-elle durable? Ça, c'est un petit peu moins sûr. En tout état de cause, aujourd'hui, on assiste à une petite remontée des taux, mais une remontée des taux qui ne remet pas en cause le spread des immeubles que l'on peut acheter. Et ça, c'est vraiment le slide le plus important. Vous le connaissez, hein, c'est de source IEIF. Donc, vous avez le rendement de l'OAT à 10 ans, la courbe bleu clair à moins 0,3% à la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, ça a un petit peu remonté. Hein, le 10 ans est à plus 0,15. Pour l'immobilier, c'est assez léger. Encore une fois, pour les gérants obligataires, ça donne du grain à moudre dans la gestion. Vous avez en bleu marine la performance des fonds en euros en moyenne, et puis le DVM moyen en France, 4,2%, c'est-à-dire la distribution de valeurs de marché pour les SCPI, la moyenne des SCPI en France. Donc cet écart reste très conséquent en faveur de l'immobilier. Hein. Ce qui compte, c'est l'écart entre l'OAT à 10 ans et le rendement immobilier moyen. Vous voyez qu'il y a 4% de spread, ce qui reste très conséquent et ce qui, post-crise, continue d'attirer les investisseurs, bien évidemment, sur l'immobilier. Donc un seul constat aujourd'hui, le marché reprend de la vigueur en transaction, les prix remontent pour peu que les biens soient très correctement placés, mais on assiste aussi à une dichotomie justement entre les biens très bien placés avec des beaux locataires et les biens moins bien placés avec des locataires de moins grande qualité. Donc ce qui s'est passé, c'est un petit peu un écart de prix et c'est vraiment la raison par rapport à l'économie, comme je l'ai dit. Euh, les tendances de demain, les risques de demain en immobilier ne sont plus trop sur la valeur des biens, en fait. Nous pensons que nous avons largement passé le point bas des prix corrigés, notamment en hôtellerie et en commerce. Par contre, la gestion aujourd'hui, et notamment chez nous, se concentre sur demain, que se passera-t-il? Et c'est la gestion locative qui prime, et c'est la raison pour laquelle pardon, on continue d'acheter des biens de grande qualité et bien situés. Mais problématique, bien évidemment, tout le monde veut acheter la même chose, qui tire les prix, évidemment, vers le haut. Alors sur l'OPCI, il n'y a pas eu de gros changements. Vous savez que la collecte eh bien, a sensiblement baissé par rapport à l'année dernière, mais
nous restons, avec l'OPCI d'Inapierre, le premier collecteur français sur les OPCI grand public. Depuis le début de l'année, on a fait à peu près 60 millions de collectes. C'est beaucoup moins que l'année d'avant, bien évidemment, mais on sait aujourd'hui que, puisqu'on a analysé les résultats de collecte, de notre collecte et de nos concurrents, bien évidemment, les résultats de collecte et la baisse de la collecte est due et uniquement due à la baisse de performance de l'année dernière. Donc aujourd'hui, la performance repart largement en positif depuis le début de l'année. Je suis tout à fait confiant sur le fait que vous compreniez la gestion des OPCI et de notre OPCI en particulier et que vous puissiez repartir plus amplement à l'attaque parce que, on vous l'avait dit, nous sommes aujourd'hui dans l'OPCI d'Inapierre au juste prix. Nous avions corrigé les valeurs d'expertise, notamment en hôtellerie, notamment en commerce, et ce jusqu'au 31 décembre. Hein. Donc cette correction des valeurs d'expertise sur ces deux segments immobiliers, nous l'avions déjà acté lors des 4, 5, 6 derniers mois de l'année pour faire en sorte que l'OPCI d'Inapierre, pour tous les porteurs de parts et pour tous les nouveaux acquéreurs, soit à son juste prix d'évaluation. Et on regardera tout à l'heure justement qu'est-ce qui a composé la performance depuis le début de l'année sur l'OPCI et vous verrez la traduction de ce que je viens de vous affirmer. Alors, sur notre méthodologie de gestion, il n'y a pas de changement. Vous savez que vous avez le meilleur OPCI en termes de couple rendement-risque grâce à la poche de cash. Donc, les pondérations n'ont pas beaucoup évolué. Nous avons toujours essentiellement de l'immobilier direct à un peu plus de 65%. Ce ratio est proche de la norme, bien sûr, des OPCI. 4,45 de foncière, ça n'a quasiment pas changé par rapport au 31 décembre. Un petit peu de valeur mobilière, moins de 4%, et toujours beaucoup de liquidités ou de monétaire pour assurer une performance, encore une fois, qui est une performance uniquement due à l'immobilier sous toutes ses formes. Alors, au niveau géographique et sectoriel, là aussi, ça n'a pas fondamentalement changé. Je rappelle simplement que l'OPCI d'Inapierre est fait pour avoir un cœur de portefeuille que sont des bureaux dans les grandes villes européennes. Donc, on est présent à Paris, on est présent à Barcelone ou à Madrid, on est présent dans les grandes villes allemandes. Voilà. Donc, la part belle est faite effectivement sur un cœur de portefeuille qui, je vous le rappelle, on le travaille soit en rendement, c'est-à-dire en acquisition de bureaux ayant des locataires, mais nous avons aussi beaucoup travaillé en VFA et je reviendrai vraiment sur ce sujet-là ultérieurement. Et puis le reste de la composition du portefeuille est fait pour apporter de la diversification. Alors, pourquoi nous travaillons comme ça je vais vous reprendre tout de suite des exemples de marché. Aujourd'hui, j'entends la collecte l'année dernière déjà a été très dirigée vers des CPI de santé, un petit peu de SCPI de logistique, donc des fonds plutôt de niche. On entend parler de résidentiels gérés, de résidentiels étudiants ou autres, de résidentiels traditionnels également, l'habitation, etc., etc. Alors, est-ce que ce sont des tendances? Est-ce que ce sont des tendances viables? Faut-il cibler un investissement uniquement dans sa typologie ou faut-il rester complètement généraliste? Moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur le comportement moutonnier un petit peu des marchés. Donc aujourd'hui, oui, tout est cher en immobilier. Regardez sur ce slide les taux de rendement prime, par exemple, en logistique, la courbe orange. Il y a de cela 10 ans, quand on achetait un ensemble de logistique, ça rapportait du plus 7,5%. Et encore, ces chiffres, c'est vraiment le prime, c'est-à-dire qu'à l'époque, personne ne s'intéressait à la logistique, personne ne s'intéressait non plus à l'hôtellerie, personne ne s'intéressait aux locaux d'activité. Il y a une dizaine d'années, on était cantonné à bureau commerce globalement. Le monde a complètement changé, bien évidemment. Le monde de l'immobilier s'est fragmenté, s'est dissocié en une multitude de segments immobiliers. Néanmoins, le constat aujourd'hui, il est que tout est cher puisque tout le monde demande des fonds de niche, des fonds généralistes, du bureau parce que c'est le marché le plus profond. Le commerce est moins demandé aujourd'hui parce qu'il est un petit peu plus en phase de crise. Mais si l'on regarde bien, justement, au bout du compte et à la fin de l'année 2020, tous les prix ont continué d'augmenter, sauf sur le commerce. Là, en l'occurrence, sur la courbe, vous avez les commerces pieds d'immeuble. Les taux de rendement sont
ont remonté à l'acquisition, ça veut bien dire que les prix ont baissé. Alors, les prix, ils avaient commencé à baisser en fait un petit peu avant Covid, mais peu importe. Donc, je reviens sur mon raisonnement. L'objectif, c'est simplement de faire comprendre la diversification d'un portefeuille. À quoi ça sert? Ça sert justement à ne pas suivre le comportement moutonnier parce que très clairement, compte tenu de la demande, compte tenu des prix, les petits segments immobiliers tels que le résidentiel géré ou la logistique sont des segments de marché qui sont beaucoup plus étroits et engendrer trop de cash qui rentre dans les portefeuilles, c'est aussi favoriser l'inflation sur les prix d'acquisition de la société de gestion et donc la dilution du rendement progressif de ces fonds de niche. Donc d'un certain côté, c'est de la sécurité locative, je suis d'accord, et d'un autre côté, c'est une continuité d'inflation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'avantage d'un portefeuille diversifié, c'est justement de jouer sur plusieurs typologie d'investissement en fonction des cycles économiques. C'est ce que l'on a fait, c'est ce qui nous a apporté la régularité du portefeuille. Et tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu le détail de ce que j'espère, ce qui va se passer sur l'OPCI d'Inapière. Alors, le portefeuille financier, lui, n'a pas non plus beaucoup changé. Ce qui peut être intéressant, par contre, aujourd'hui, c'est justement d'analyser la performance depuis le début de l'année sur notre OPCI. Alors, je vous l'ai dit, performance depuis le début de l'année au 30 mars, plus 1,16. Nous sommes toujours bien évidemment dans des ratios de volatilité excessivement faibles, comme d'habitude. Et si l'on regarde vraiment la contribution à la performance depuis le début de l'année, vous voyez que c'est l'immobilier qui a apporté de la valeur ajoutée entre, bien sûr, la valeur des biens qui a progressé dans la majorité des cas, et puis bien sûr la facturation des loyers qui continue, parce que quand vous avez un portefeuille avec 65% de bureaux à l'intérieur, sur 65% du portefeuille, vous n'avez strictement aucun problème de facturation des loyers. Les foncières cotées apportent une contribution à peine négative, moins 0,1%. Les OPCVM, un tout petit peu de positif, plus 0,05. Et les liquidités coûtent un petit peu d'argent, moins 0,07. Donc au global, ça nous donne une performance de plus 1,16%. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, au 15 avril, nous sommes très exactement à plus 1,36%. Donc malgré la légère performance négative de l'année dernière, nous avons repris un chemin de régularité, nous avons repris un chemin de performance beaucoup plus conforme à ce que peut faire notre OPCI. Et ce slide-là, je vous l'ai montré. J'aimerais vous montrer d'autres slides puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a apporté de la valorisation, encore une fois, c'est le fait que nous ayons des bureaux plutôt très très bien situés. Vous voyez sur toutes les villes européennes que le taux de rendement prime en bureau, vous avez la moyenne décennale sur la barre, et le petit carré, c'est à ce jour. Vous voyez que le phénomène d'activité sur les bureaux est resté effectivement sur des niveaux de prix élevés. Il n'y a pas eu de hausse des taux de rendement à l'acquisition. Il n'y a donc pas eu de baisse des prix. C'est vrai pour Paris, qui est toujours en dessous de 3% à l'acquisition. Alors c'est le QCA, ça, hein, c'est vraiment, ce sont les meilleurs quartiers d'affaires de chacune des grandes villes européennes. Vous voyez que le phénomène est également pan-européen, c'est-à-dire que la demande reste assez forte, les prix ne baissent pas. Et puis moi, j'aimerais vous montrer aussi ce slide-là, c'est pour corroborer avec notre gestion. Il s'agit tout simplement des prix des loyers jusqu'au 31 décembre. Et qu'est-ce que l'on remarque? Mis à part la Défense, où les prix des loyers ont légèrement baissé, ou correctement baissé, allons-nous dire. Vous voyez par exemple que sur Paris, alors soit c'est flat en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement pendant toute l'année 2020, il n'y a pas eu de mouvement à la baisse sur les loyers. Il y a même eu de la hausse sur Paris QCA. Et ça, c'est un point important parce que ça veut dire que ça reste une zone qui est très demandée, encore une fois, et qui recèle un potentiel de gisement, un véritable gisement de croissance de valeur. Donc, on va continuer d'aller chercher de la valeur sur les biens eux-mêmes et la reprise économique va, je l'espère, grâce à la qualité de nos emplacements, nous donner de la capacité de progression des loyers à l'intérieur du portefeuille.
Voilà, alors ça a légèrement baissé, hein, bien sûr, c'est lors du dernier trimestre de l'année dernière sur les loyers, mais on reste largement au-dessus de 900 € le mètre carré dans le QCA parisien. Mais je vais faire un parallèle simplement par rapport à ces prix de loyer, vous allez le comprendre juste après. Voilà, on avance simplement dans notre OPCI pour vous rappeler, bien évidemment. Alors, on a un petit peu changé nos slides et notre façon de faire, mais moi, j'aimerais vous montrer les faits marquants du premier trimestre. Bien évidemment, alors je vous montre le ratio performance-volatilité sur 3 ans, hein, sur ce Cantalis. On reste bien évidemment sur une volatilité excessivement faible et une performance qui est tout à fait satisfaisante à 3 ans. Depuis le début de l'année, encore une fois, par rapport à nos confrères, vous savez qu'il y a des nouveaux OPCI qui sont arrivés sur la place, qui bien sûr essayent de percer, mais ils ont des compositions très différentes, des comportements très différents. Et puis surtout, ces nouveaux OPCI sont dans la phase de constitution du capital. Ce ne sont pas encore des fonds établis comme nous. Nous, on pèse plus d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion du patrimoine, on est dans la gestion du parc. Euh, voilà, donc on reste vraiment dans un peloton de tête avec notre volatilité excessivement faible. Alors, moi, j'aimerais vous parler de la contribution à la performance maintenant parce qu'elle est intéressante à analyser. Premier point, dans la performance de 1,16, évolution des commerces. Là où, encore une fois, l'année dernière, on vous a tenu au courant, la baisse de valorisation des commerces, nous, on l'a estimé à peu près moins 9% sur l'ensemble de l'année dernière. Sur le premier trimestre, évolution des commerces stable, quasiment stable, moins 0,06, ça n'est pas significatif. Évolution des hôtels, plutôt stable, plus 0,22%, ça n'est pas significatif. Alors, ce qui m'intéresse de transmettre comme message, est-ce que c'est le point bas? Je n'en sais rien, bien évidemment. En tout état de cause, on voit bien aujourd'hui que, à minima, les prix sur ces deux segments-là ont arrêté de baisser et c'est un premier indicateur excessivement intéressant puisque oui, nous sommes en phase de sortie du tunnel, oui, il y a globalement une volumétrie de transactions et puis par rapport à tout ce que je vous ai dit, du fait que tous les actifs immobiliers sont chers à l'achat. Je vous prends des exemples très concrets. Euh, Nous avons répondu, Swiss Life Asset Manager a répondu très récemment à un appel d'offres pour un fonds institutionnel, mais peu importe. Nous avons répondu à un appel d'offres pour acheter un portefeuille de santé, un portefeuille pan-européen. Nous avons émis une offre à 4%. Nous n'avons pas réussi à avoir le deal, c'est-à-dire qu'il y a eu un acheteur qui a acquis ce portefeuille de santé à moins de 4% de rendement. Deuxième exemple, nous avons, alors on dit bider, c'est-à-dire répondre à un appel d'offres. C'est pas très joli, mais peu importe. Nous avons répondu à un appel d'offres sur de la logistique dans le nord de la France, plutôt très bien placé, axe routier entre guillemets du nord de la France. Nous avons émis une offre à 4,5%. Nous n'avons pas été retenus, c'est-à-dire qu'il y a un autre acheteur qui a acheté un parc de logistique, alors de bonne catégorie, mais ce parc de logistique est parti pour un montant supérieur à ce que nous avons émis et donc à un taux de rendement inférieur à 4,5%. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je parlais de comportement moutonnier. Moi, la vraie question, c'est de se dire quel sera, à partir de maintenant, et du fait que l'ensemble des prix sont chers, bien évidemment, on peut se poser la question, à partir d'aujourd'hui et pour les mois ou années à venir, quelle sera la source de performance ou de croissance dans l'immobilier. Encore une fois, plus on collecte sur les segments demandés, plus on fait monter les prix, et jusqu'où va-t-on dans ce système. Alors, je reviens juste avant quand même sur, donc je vous l'ai dit, évolution des commerces, flat, évolution des hôtels, flat, évolution de nos bureaux, plus 1,13 sur le trimestre. Donc là aussi, c'est le comportement beau, très beaux emplacements qui sont très demandés, des locataires qualitatifs qui payent leur loyer, avec lesquels nous n'avons strictement aucun problème aujourd'hui. Donc tout ça montre bien effectivement que le marché se remet en route progressivement, se stabilise. Et la vraie question, je reviens à mon débat initial, c'est de se dire où allons-nous chercher de la performance demain et en termes de perspective, qu'est-ce que vous pouvez espérer sur Dinapierre? Alors, moi, je suis convaincu de différentes choses. Premier point, c'est dans le segment des bureaux, par exemple, comment aller chercher de la performance, parce que la performance, elle se crée avec le loyer et elle se crée aussi avec la valeur, vous le savez bien. Donc peut-être simplement vous rappeler que
Nous avons constitué depuis plusieurs années nous avons acquis des bâtiments en VFA. Je les synthétise vite fait. Rue Godot de Mauroy, c'est une restructuration lourde en plein quartier QCA de Paris. 5 rue de la Source, c'est un mix entre des services parce qu'il y aura une salle de sport au rez-de-chaussée et c'est de l'habitation aux étages supplémentaires en plein quartier 16e arrondissement. À Nanterre, rue des Trois Fontaneaux, c'est une restructuration lourde qui est dans la zone de Nanterre, donc derrière la Défense. Donc on n'est pas sur du La Défense, on est derrière sur la très grande esplanade, donc juste sur la commune du Nanterre, desservi par le RER qui est juste quasiment au pied de cet immeuble. Et enfin, un immeuble que vous connaissez aussi, c'est Indéfense, qui sera le siège social de l'entreprise Vinci en France. C'est pareil, c'est sur Nanterre, juste derrière la Défense, donc on est un petit peu hors Défense, et on a un locataire. Alors pourquoi je vous parle de ces 4 emplacements? Je reviens tout simplement sur les loyers pour vous montrer un exemple de création de valeur. Quand nous avons acheté ces biens il y a plus d'un an maintenant, puisqu'ils vont être livrés peut-être pas en fin d'année, puisqu'il y a eu des retards sur certains travaux, mais en début d'année 2022. Donc nous les avons acquis il y a plus d'un an. C'est simplement pour vous expliquer le mécanisme. Quand on achète il y a plus d'un an, on achète en faisant un business plan sur un immeuble et en se disant, bah, si on achète à ce prix-là, par rapport au loyer du marché, j'achète à quel taux de rendement et qu'est-ce que je peux escompter dans l'avenir. Alors moi, je voudrais remettre en perspective, par exemple, l'immeuble de la rue de Godot de Mauroy, dans le 8e arrondissement. Nous l'avons acheté il y a un an et demi à peu près. C'est-à-dire que quand nous avons établi le business model de cette restructuration lourde, eh bien, nous avons établi ce business model sur des prix de loyer aux alentours de 850 euros à l'époque. Aujourd'hui, alors, on est plutôt aux alentours de 930 euros dans le QCA, c'est-à-dire que, outre le fait que cet immeuble va sortir de terre dans un an, nous allons avoir un immeuble classé BREEAM, Good Quality énergétique, etc., etc. Donc déjà, c'est un immeuble qui correspondra au label ISR que nous allons demander très prochainement, ça vous le saviez aussi. Mais au-delà de ça, on va avoir un immeuble moderne, un immeuble qui correspond à la demande des locataires, qui correspond à la demande des locataires ou des entreprises qui voudraient partiellement télétravailler également, puisque c'est un immeuble entièrement neuf. Ça veut dire que nous n'aurons pas d'obsolescence non plus sur ce bureau, parce que le sujet de l'obsolescence des immeubles est un sujet récurrent dans le temps pour les gérants immobiliers. Donc nous allons avoir un immeuble, par contre, avec un business model qui a été établi initialement avec un loyer métrique de 850 euros, alors que le jour de sa sortie de terre dans un an, il y a de fortes chances que le loyer soit supérieur à cela. Voilà. Donc en termes de valeur, le bien n'a certainement pas perdu en valeur. Oui, nous avons engagé des travaux, mais ça va faire du bien quelque part parce que vous allez avoir un immeuble neuf aux normes et qui va repartir pour une quinzaine d'années d'activité sans gros travaux à l'intérieur. Et de surcroît, on va avoir un prix de loyer. Aujourd'hui, un an avant les livraisons, on commence à chercher les locataires et je vous le confirme, on a des prix de loyer qui sont sensiblement supérieurs à ce que l'on pensait, c'est-à-dire que la rentabilité de cet immeuble sera légèrement supérieure à ce que l'on avait escompté lorsque nous l'avons acquis il y a maintenant un an et demi. Et ça va être un gisement de valeur et l'ensemble des bâtiments en VFA sont des gisements de valeur, c'est-à-dire que les paris que nous avons pris il y a un an et demi, il y a 2 ans sur ces VFA sont aujourd'hui et seront demain des paris gagnants pour la performance de votre OPCI. Donc en fait, les gisements de valeur, on va rechercher 2 choses. Premièrement, moi je reste persuadé, pardonnez-moi, je cherche mon slide. Hop, voilà. Je suis intimement convaincu que la qualité, bien sûr, des VFA, les VFA, ça représentera d'ici un an, au bas mot, un tiers de notre portefeuille sur la partie bureau, hein. Donc la contribution à la performance, elle devrait pouvoir augmenter grâce à ce que l'on a fait précédemment. Donc aujourd'hui, alors, aujourd'hui, on vous l'avait dit la dernière fois, de façon immédiate, nous n'allons pas forcément rechercher plus de VFA complémentaires parce que il ne faut pas faire que ça non plus en portefeuille. Nous allons connaître une conjoncture qui sera, à partir d'aujourd'hui et d'ici la fin de l'année ou dans les 2 prochaines années, plus compliquée sur la gestion locative à l'intérieur des portefeuilles immobiliers. Ça sera vrai pour tout le monde, compte tenu de la conjoncture. Donc les sources de performance, c'est sur ce que l'on a fait précédemment et les paris que nous avons faits il y a un an et demi à 2 ans.
qui vont apporter de la valeur ajoutée. Et puis très clairement, alors encore une fois, je ne sais pas si on a atteint les points bas du commerce et de l'hôtellerie. Nous sommes un gros acteur sur ces deux domaines-là, au niveau de nos fonds grand public et au niveau institutionnel. Je suis intimement convaincu que, compte tenu de la baisse des prix, si vous voulez des opportunités d'achat, c'est en fait sur ces deux segments qu'il faut regarder, parce que peut-être, et malheureusement, le malheur des uns, s'il y a de la casse sur le marché, pourra faire le bonheur des autres. Moi, je vous confirme volontiers que nous allons être opportunistes sur ces deux segment d'investissement parce que ça sera le seul moyen d'apporter vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de profiter de taux à l'acquisition qui sont plus élevés, qui ont corrigé et qui sont un petit peu plus élevés. Alors ça ne veut pas dire qu'on va en faire tout de suite, ça veut simplement dire que nous sommes à l'affût, nous regardons spécifiquement ces dossiers-là. Donc d'un côté, on va conserver du rendement traditionnel sécurisé et d'un autre côté, on va aller chercher de la valeur ajoutée en allant chercher les segments qui devraient se redresser demain et après-demain. Donc, on va essayer d'éviter le comportement moutonnier sur d'autres segments d'investissement. Ça veut dire qu'on ne va pas changer de fusil d'épaule, on continue notre stratégie. Et je crois que les résultats du premier trimestre ou au 15 avril sont là pour, une fois de plus, vous prouver que on a su gérer le bateau dans la crise et aujourd'hui, on en tire les fruits. Voilà, donc espérons que tout ceci continue. En tout cas, la gestion est belle. La promesse faite de ce ratio performance-volatilité reste la même. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que l'OPCI d'Inapierre est reparti sur de bons rails. Voilà, j'ai essayé de vous donner des informations du produit, des informations de marché pour faire corroborer notre gestion avec toute l'information que l'on peut vous transmettre. J'espère que, voilà, que ça vous aura donné un petit peu plus de réponses à vos questions et surtout l'envie de revenir sur ce très beau produit qui, encore une fois, sur le long terme, a vraiment toute sa place en assurance vie, mais aussi dans des dispositifs de retraite. Hein, de plus en plus des assureurs l'ont mis dans leur dispositif retraite. Ça a vraiment de l'intérêt, peu de volatilité, une performance pérenne sur long terme. Donc, à l'instar du prix que beaucoup d'entre vous nous ont permis d'obtenir cette année, le prix des CGPI pour l'OPCI, eh bien, voilà, on compte sur vous. Merci pour votre soutien et on vous dit à très bientôt et une très belle journée. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous.